L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration de l'univers de Fouad Boussouf, un chorégraphe à la croisée des influences. Dans cette deuxième partie, il nous parle de ses souvenirs d'enfance qui continuent de nourrir ses créations, et notamment à travers une figure emblématique, Kalthoum, la grande diva égyptienne. Et je me suis dit, mais cette dame-là, elle a réussi à mettre à genoux des centaines de milliers de mecs avec des textes qui, s'ils avaient été chantés par une autre femme, auraient été considérés comme totalement, c'était quasiment subversif. Ça parle de sensualité, d'amour, voire quelquefois de sexe. Mais c'est tellement bien tourné que c'est de la... C'est de la poésie. C'est Oui. du pur génie même. Je me dis, mais mon père qui écoute ça, mon oncle, etc., ils écoutaient tout ça. Et moi, je comprenais pas déjà. Ça m'intéressait pas plus que ça. Mais je voyais que tout le monde s'y intéressait. Je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Certainement que je n'ai pas compris. Fouad va également nous parler de son rôle en tant que directeur du Centre chorégraphique national du Havre-Normandie. Il s'agit d'un poste qui lui permet de concrétiser sa vision artistique à une plus grande échelle. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ce voyage au cœur de la danse, des souvenirs d'enfance et de la vision d'un artiste à la tête d'un centre chorégraphique. Alors Fouad, je voudrais que l'on continue à explorer un peu tes pièces. Après le succès de Nas en 2018, tu vas continuer de traiter tes souvenirs et du monde arabe. Pourquoi ? Parce que j'avais éludé cette culture-là. Donc tu as ouvert la porte et là tu t'es dit waouh, il y en a beaucoup en fait. Ouais. Juste après Nas, je travaille sur Kalthoum, la diva égyptienne. Et moi, j'avais qu'une seule peur, c'était qu'on me dise, mais lui, il fait que des trucs d'arabe, quoi. Et avec plein d'événements qui se sont passés, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde arabo-musulman, Moyen-Orient, méditerranéen ? Donc là, je commençais à m'intéresser encore un peu plus aux écrits, aux poètes du monde arabe. Alors moi, je parle arabe, entre guillemets, mais Tu parles l'arabe littéraire ? Alors justement, je comprends l'arabe littéraire, mais je ne l'écris pas, je ne le lis pas. Tout ça, c'est gros complexe de ma vie, ça. Tous les ans, je dis, je vais prendre des cours. Ça va mieux, parce que je commence à me familiariser avec la langue. Je regarde des séries maintenant, des séries en arabe littéraire. Mais des séries pas facile. Ouais. Non, mais même des téléréalités. Ah, tu peux le dire, c'est pas grave. Mais oui, t'as le droit. Bon, j'ai regardé Dubai Bling, extraordinaire. Oh, j'en peux plus, cette série. Je regarde ça, et donc, il parle arabe. Comme je parle bien l'arabe marocain dialectal, avec des notions d'arabe littéraire et autres, je me dis, ah mais oui, mais c'est le même mot, ah mais oui. Et donc, je fais des liens. Et au fur et à mesure, je comprends. Et j'ai des danseurs qui sont libanais, syriens, etc. Moi qui ne voulais pas trop parler arabe, je dis, mais je ne sais pas. Et ben là, depuis, je parle un peu. Il me dit, mais tu parles super bien arabe, en fait. Pourquoi tu parles jamais avec nous arabe ? J'ai dit, bon, ouais, ça, c'était le lien avec la langue. Parce que ça véhicule beaucoup de choses, la langue et la poésie arabe. La langue, c'est la manière, effectivement, dont on voit le monde aussi. Donc, c'est hyper important. Et effectivement, l'arabe est une langue très imagée, très créative. Et très riche aussi. Pour dire un mot, pour parler d'amour, pensez à Kalthoum. L'amour, je ne sais plus combien il y a de une cinquantaine, une centaine, je sais voilà, plus. Une centaine, je crois, de mots pour dire l'amour. Donc, c'est tellement riche. Je m'intéresse un peu plus à cette poésie arabe, à cette poésie persane également, parce que ça a beaucoup voyagé. Je me dis, mais pourquoi on n'entend pas parler en France cette richesse assez ? Oui. Pourquoi ? C'est dommage qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne voit pas assez ça sur scène. Et après, moi, dans ma génération d'artistes issus du hip-hop, on n'est pas très, très, très nombreux, voire très peu, à être nés dans un pays étranger. Ah oui. Ben, ils sont quasiment tous nés en France ou ils sont nés éventuellement étrangers, mais ils sont arrivés très tôt. Moi, j'ai eu la chance... Alors que toi, tu étais en retard de 7 ans. Oui. Alors moi, j'ai eu ce retard-là. Et en fait, mon lien à la langue, je le trouve intéressant et ça serait dommage que j'en profite pas moi, déjà, et que j'en fasse pas profiter les spectateurs. Voilà. Ou que ça nourrisse pas mes créations. Kalthoum, quoi, la diva égyptienne. J'avais déjà pensé il y a longtemps, mais j'étais pas prêt. C'est trop compliqué de s'attaquer à un monument comme Kalthoum. Donc je me suis attaqué vraiment par le biais de la poésie. Et c'est aussi lié à ton père. Alors, Kalthoum, parce qu'en fait, le fameux voyage, encore une fois, de France au Maroc, on le faisait en voiture pendant 2 jours et demi, et c'était sur la chanson de Kalthoum, Inta Omri. Elle dure 1 heure, la chanson. Oui.
Comme toujours, hein. Ouais, comme toujours, mais celle-là particulièrement longue, je pense. Et mon père adore ça, comme tous les pères arabes de plus de 60 ans, je crois que voilà. Et je me suis dit, mais cette dame-là, elle a réussi à mettre à genoux des centaines de milliers de mecs avec des textes qui, s'ils avaient été chantés par une autre femme, auraient été considérés comme totalement, c'était quasiment subversif ou je l'aurais pas accepté. Ça parle de sensualité, d'amour, voire quelquefois de sexe, mais c'est tellement bien tourné que c'est de la, C'est de la poésie, oui. c'est du pur génie même. Mm. Je me dis, mais mon père qui écoute ça, mon oncle, etc., ils écoutaient tout ça, et moi que je comprenais pas déjà, ça m'intéressait pas plus que ça, mais je voyais que tout le monde s'y intéressait, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Certainement que je n'ai pas compris. J'ai commencé à aller chercher la traduction des textes. C'est de l'arabe égyptien qui est particulier. Et surtout, les paroliers de Kaltoum, c'est pas n'importe qui. Je pense à Ahmed Rami, par exemple, où il y avait une poésie extraordinaire. Et j'ai commencé à lire ces textes en langue française. Je me suis dit, mais c'est magnifique, quoi. C'est comme si il y avait de la musique et nous, on était sourds, en fait. On n'entend pas. Les textes m'ont illuminé, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de... éclairé, pas illuminé, mais éclairé. Je me suis dit, et je suis tombé comme ça, je me suis dit, mais comment tu peux traiter de ce sujet-là sur scène? A-t-on besoin d'un corps pour traiter d'un sujet de cette poésie magnifique qu'il faut juste écouter? Et limite, il ne faut rien faire du tout. C'est ça. Il faut juste s'asseoir, écouter et vibrer ou kiffer ou je sais même pas quel terme pourrait désigner cet état-là de bien-être en écoutant cette musique-là. Ouais, se laisser complètement imbiber, quoi. Ouais, et c'est pour ça, il s'est écoulé 15 ans entre le moment où je suis parti en Égypte et donc là, je me dis, mais je vais travailler sur Je me dis, mais qu'est-ce qui est extrêmement puissant dans mes souvenirs d'enfance? Ce fameux voyage au Maroc, 2 jours et demi, Kaltoum, en permanence, sur les bobines, comme dans Mission Impossible. Tu sais, les vieilles bobines qui disaient si vous acceptez, c'est un. Et après, l'exploser la bobine. Et mon père avait cette bobine-là. Pour l'anecdote, tellement que, en fait, quand on est arrivé en France, les premières cassettes que j'ai eues, chaque chanson faisait 3 minutes. Et moi, je me disais, mais c'est de la pub. C'est pas possible que les chansons soient si courtes. C'est impossible. Et je retournais la cassette. Et mon père aussi avait les cassettes de Kaltoum, donc il les retournait. C'était des 30 minutes, il les retournait. Et donc moi, je comprenais pas. Et je me dis, je dois pas avoir les bonnes cassettes. C'était incroyable. Ouais. Pendant longtemps, je pensais à ça. Elle est morte en 75, d'ailleurs. L'année prochaine, on fête les 50 ans de la mort de Kaltoum. Donc, je vous réserve des surprises. Ah, génial. Je dis rien. Très bien. Elle a régné sur la chanson arabe pendant 70 ans. Et cette femme-là, avec son histoire, je me suis un peu intéressé à son histoire, a été féministe jusqu'au bout des ongles, businesswoman de dingue, personnalité incroyable, fille d'imam, déguisée en garçonnet dans les années 20, pour qu'elle puisse aller chanter, qui connaissait parfaitement les versets coraniques. Et cette femme qui devient une star, qui chante, qui danse, qui monte à la capitale, qui vient d'une famille très pauvre et qui doit s'assimiler à la bourgeoisie carotte. C'est juste passionnant. Et comment alors tu as réussi à solutionner ton équation quasiment impossible de rendre hommage à une diva comme ça? Ça a été de la recherche, ça a été du dialogue aussi avec les musiciens, avec Mona aussi, Mona Aliafi qui est dramaturge, qui m'a accompagné aussi dans l'écriture de la pièce. Il y a 2 personnes qui ont été convoquées au plateau. Moi, je convoque des gens au plateau. C'est comme ça, toi? J'ai convoqué Kaltoum. Ah oui. J'ai convoqué Omar El Khayyam. Ah oui, juste ça. Juste les 2. Tout va bien. À 1000 ans d'écart. Il y en a un, Omar Khayyam, qui a vécu en l'an 1100 et Kaltoum qui a vécu 1920. J'ai convoqué par le texte donc des quatrains. Réveillez-vous, gens insouciants, et buvez le verre de la vie avant que... Je ne me rappelle plus après. Et c'est magnifique. On l'a eu en version française, en version arabe, en version anglaise, pour vraiment rappeler le parcours de ce texte. On l'a pas en persan, parce qu'on n'a pas réussi. Et personne ne parle le farsi, donc on n'a pas réussi. Ah oui. Enfin, c'était trop risqué. C'est ce texte-là,
des quatrains, par cet angle-là, on a réussi, je dis on parce que je parle toujours de groupe, que j'ai réussi, on va dire, à traiter de ce sujet-là, de la figure emblématique de Kulthum, avec uniquement quelques minutes de la chanson, juste pour l'évoquer. J'ai pas voulu prendre la chanson et danser dessus. C'était pas utile. Oui, c'était pas utile, il n'y avait pas vraiment de prise de risque et c'était aussi l'amener dans une version plus contemporaine. La pièce commence par, en arabe, c'est Sama, excusez l'accent, Samatu Sauta. Tu comprends un peu l'arabe, toi? Du tout. Si. Tu me parles de polonais, par contre, je comprends. Tac. C'est ça. Samatu Sautan Hatifan fi Sahar. J'entends une voix crier au loin, réveillez-vous, gens insouciants, etc. Cette chanson-là, on l'a découpée version hip-hop. Samatu Sautan Hatifan fi Sahar. C'est hyper rythmé, c'est super beau. Et on l'a fait pour justement lui donner un rythme plus contemporain, plus hip-hop, avec des musiciens qui sont adaptés, qui ont aussi été force de proposition. Et la pièce, elle est écrite aussi sur cette thématique-là, avec les airs et les mélodies de Kulthum revisitées pour qu'on reste dans quelque chose de très, très dynamique et très urgent, encore une fois, où ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas que les quatrains de Khayyam, il y a aussi Enjoy my heart, Efrah ya Albi, que mon cœur soit joyeux. J'arrive pas à le traduire en français. Ouais, c'est toujours très compliqué, de toute façon. C'est compliqué. Mais bien sûr, parce que l'arabe est on a ces plus... mélodies-là qu'on a repris, et c'est en vitesse un peu accélérée. Parce que Kulthum serait là, le dire mais non, c'est pas moi. Ça marcherait pas. Ça peut pas marcher parce que c'est trop rapide pour elle. Et alors que Ouais, parce qu'elle, c'est très lancinant. Exactement. Et le lien avec Khayyam, parce que Khayyam, c'est un poète, un érudit, c'est un savant aussi, il y a une constellation qui porte son nom, donc je ne sais plus combien il y a d'étoiles, et c'est lui qui l'a découvert, il a beaucoup travaillé sur le poids, la balance. C'est vrai que la pièce, elle est en déséquilibre permanent, les danseurs sont toujours sur un pied, parce que c'est un mathématicien, un physicien, il a travaillé là-dessus. Donc pour lui rendre aussi hommage, et le terrestre et le céleste, puisque Khayyam était un érudit, un savant, qui connaissait très très bien la religion, et en même temps, c'était un épicurien. En gros, lui, son idée, c'est ne touche pas du passé, profite de l'instant présent. On a tout réuni pour faire que cette pièce soit à la fois mystique, encore une fois. Alors, il y a le sentiment d'urgence, mais ça y est, c'est intégré, faut être boussouf, il est dans l'urgence, bon, ok. Pourquoi tu dis ça? C'est que, par exemple, moi, mes danseurs ne sortent jamais du plateau. Il n'y a aucune de mes pièces où les danseurs sortent. C'est vrai. Ils sont tous pieds nus aussi. Par rapport au sol, il est important. Le rapport à l'urgence, ils ne sortent pas. La dernière création, Feu, personne ne sort. Personne ne s'arrête. C'est pas possible. Et pourquoi? Pas parce que le temps s'arrête pour moi. Il ne peut pas s'arrêter, le temps. On va prendre du Donc il n'y a retard. pas de pause, ouais. En fait, si, la pause, elle est là. La pause, elle est là dans le mouvement, la pause. Mais pas dans la tension. Et l'énergie est toujours là. Et un corps qui sort, l'énergie part avec. Un corps qui reste, l'énergie est toujours là. Quand même, il bouge moins, ou il fait moins de gestes, etc. C'est pas la question. Quand on regarde un film, on regarde un film au cinéma, on sort pas aux toilettes, quoi. C'est pas possible. D'accord. C'est une image un peu. Oui, tu sors sinon du rythme, quoi. Tu sors de l'histoire, il y a Ouais. quelque chose qui te sort de l'histoire. Ok. Quand l'histoire marche, ça marche pas toujours. Ouais. Hein. Pourquoi est-ce que d'un seul coup tu vas candidater pour être directeur d'un lieu? Ouais. Tu es depuis 2022? Exactement, 2022, à la tête du CCN, donc du Havre Normandie. Le phare, on l'appelle. Et je prends le temps parce que c'est pas du tout anodin comme question. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le syndrome de l'imposteur, le complexe d'infériorité qui revient en permanence. Et en fait, dans la carrière d'un chorégraphe, le CCN, c'est un peu c'est pas que c'est le Graal, mais on se dit que pour mettre en œuvre tout ce qu'on a dans la tête, rien de tel qu'un lieu. Et le lieu le plus approprié, c'est un centre chorégraphique national, parce que c'est géré, dirigé par des artistes qui continuent de créer. Et moi, comme je ne peux pas ne pas créer, je me suis dit, mais pourquoi pas? Le bon moment est arrivé exactement en 2020, parce que c'est le Covid, parce que tout est à l'arrêt. C'était une parenthèse enchantée, moi, le Covid. Et j'ai pas pris ça mal en disant, oh, le temps s'arrête, on va rien faire et tout. Pas du tout. Moi, je me suis dit, c'est un signe de l'univers, parce que ça doit s'arrêter.
J'ai même pas cherché à comprendre d'où venait le truc, le virus qui venait de Chine ou d'ailleurs. Moi, ma question, c'était comment je vais En accepter tirer. ça, digérer ça, Mm. vivre avec. Pendant ce temps-là, je vois que les deux CCN se libèrent, celui de La Rochelle et celui du Havre. Juste pour que les gens sachent, c'est Normalement, ça se libère tous les 10 ans, c'est ça? Oui, alors les centres chorégraphiques nationaux, c'est des lieux labellisés, donc du ministère de l'État. Il y en a 19 en France. Et c'est les seuls lieux avec les centres dramatiques nationaux, pour faire vraiment simple, Pour le qui font, théâtre. eux, du théâtre. Mm. Et eux, ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux que nous. Et nous, c'est les seuls endroits qui sont gérés par des artistes chorégraphes. C'est des mandats de quasiment 10 ans. Donc, pour prendre la direction de ces lieux, il faut simplement candidater. C'est pas si simple. Mais je me suis renseigné, c'est quoi un CCN? Je savais, mais plus dans les détails. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pour moi. En quoi? En quoi? Parce qu'on met en œuvre un projet. C'est ce que je faisais déjà avant, mais à une échelle de compagnie. C'est-à-dire produire, créer, c'est-à-dire faire en sorte que la danse concerne un maximum de public, leur faire comprendre que c'est un puissant vecteur d'émancipation. Moi, ça m'a aidé, on en parle depuis tout à l'heure, à penser le monde différemment, à avoir développé sa conscience citoyenne. Et ça participe aussi d'un vivre ensemble, j'ai envie de dire un peu sacro-saint vivre ensemble. Un collectif, en tout cas. Ouais, Mm. ça apporte énormément de choses à l'humain, en fait, pour faire une phrase un peu simple comme ça, que l'on soit professionnel ou pas. La danse, c'est ce qui permet à un moment donné de reprendre possession de son corps. Et prendre possession de son corps, c'est prendre sa place aussi dans la société. Et moi, par la danse, j'ai pris connaissance même de mon corps, pris possession de mon corps pour trouver ma place aussi, la prendre. Je crois naïvement que ça peut aider tout le monde. Il y avait donc La Rochelle et Le Havre. Moi, La Rochelle, je connaissais un peu. Le Havre, je ne connaissais pas. Donc, je vais au Havre, je vois le lieu, je vois la ville. Et là, je me dis, waouh, ça vibre. Il y a une vibration de dingue. Moi qui suis très proche de la terre, un peu, j'allais dire tellurien, mais il y a quelque chose comme ça. Je me dis, cette ville, il y a quelque chose qui vibre. C'est une ville rude. Les habitants sont chaleureux, tout va bien. Mais la ville vibre. Il y a une vibration. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oh, ça se ressent, de toute façon. Voilà. Il y avait une espèce de terrain vague quand je suis arrivé et tout ça. Ça donnait pas envie. Je dis, Fouette, t'es sûr? C'est pas funky l'histoire. Je dis, mais justement, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est quand on a un lieu comme ça. Alors le lieu est pas mal, hein. Il est petit, mais il est à taille humaine quelque part. Après, on arrive au bout, c'est-à-dire à la mer. Ah. Et là, il y a un horizon, il y a une lumière de dingue. Et là, je me suis dit, mais moi, pour ma créativité, et il y a quelque chose d'extrêmement changeant. Et toutes les idées reçues que j'avais, oui, le Havre, la Normandie, il pleut, gna gna. Franchement, il pleut plus à Paris. Après, sur un autre plan, plus intérieur, celui-là, il a été énorme. C'était le pourquoi, c'était un combat avec moi-même. C'était très violent, d'une violence inouïe. C'est-à-dire? Et pourquoi moi? Ah, bien sûr. C'est ça la vraie violence. Quand on va à 20 000 lieues sous les mers, là. Pourquoi moi? Moi, c'était ça qui était terrible. Et j'avais deux angoisses. La première, c'était si je suis pris, pourquoi ils me prennent? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce que je le vaux vraiment? Allô, le syndrome de l'imposteur, bonjour. Déjà, il y avait ça. Et l'autre, s'ils ne me prennent pas, c'est que certainement, je suis vraiment, vraiment pas bon. Donc, j'y étais vraiment pas bien, en fait. Il y a eu combien d'autres personnes qui ont... Peut-être une 40, 50. Oh, c'est rien. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ils postulent. Quand Et même. après, on ne sait pas trop combien on postule. Et on ne peut pas vraiment le savoir. Mais je crois que c'est à peu près ça. Et après, il y a une short list. Donc, ils en gardent 7. C'est les 7 qui doivent Proposer un projet en l'espace de 2 mois. Et après, le présenter à l'oral devant un jury de personnalité, culture, etc., etc. Et tout le monde m'a dit, t'inquiète pas. La première fois qu'on postule, En général, on est recalé. on est recalé. Et moi, je me dis, oui, très bien. Mais je me dis, si je pense à ça, je vais me faire recaler. Quand on conduit, je regarde devant. Je ne regarde pas sur le bas-côté, sinon la voiture elle va tourner. On va faire le nécessaire. On va convoquer des énergies, un peu à droite, à gauche. Et j'ai eu des coups de téléphone de gens. J'ai appelé des gens pour m'aider sur des sujets très précis de la production, par exemple. Plein de bonnes âmes qui sont là, qui t'accompagnent, qui te soutiennent, qui font que, en fait, t'es pas vraiment seul. Même si t'es terriblement seul. Face au jury, t'es seul. Les oraux, ça a été une horreur. C'était une horreur. Enfin, une horreur. J'ai le droit de le dire maintenant, c'est passé, mais c'est plutôt très dur.
Tu représentes la danse par un lieu, par un label, pour le ministère de la Culture, et en fait, tu es un ambassadeur de la danse pour la France. C'est énorme. C'est énorme, c'est ça qui est génial. C'est pas tant la fonction, moi, qui m'intéresse en soi. La fonction, elle découle du projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet. Mais alors justement, sur quel projet est-ce qu'on t'a choisi ? Alors, le titre, c'est « Enchanter le quotidien ». Donc, permettre à la danse de surgir partout où on ne l'attend pas, voir tout le monde danser ou à un moment donné esquisser des pas de danse, quel que soit son âge, sa corpulence, son genre, son expérience, etc. On s'en fiche parce que je crois à la puissance du mouvement, ou en tout cas du corps en mouvement. Un corps en mouvement, c'est l'esprit qui danse. Donc déjà, quand on a ça, on rêve à cette société-là. Bien sûr, le corps bouge, mais ça, c'est purement mécanique. C'est de l'endorphine, c'est de la sérotonine, c'est des choses très, très, très bonnes pour le corps. Mais au-delà de ça, c'est le vivre ensemble, c'est la convivialité, c'est la création, c'est aller voir des pièces, inviter des artistes, tout est confondu, des petites formes, des grandes formes, et de se dire que avoir le plaisir d'aller voir un spectacle, moi, je veux partager avec les gens ce plaisir que j'ai eu à aller voir des spectacles, que j'ai toujours, à aller voir des spectacles, à en créer, et cette interaction entre le public et le spectateur, eh ben, ça produit de la pensée. Et c'est ça, de la pensée qui n'est pas la pensée unique, justement. On pense le monde différemment, et parce qu'on pense le monde différemment, on raisonne différemment, forcément, et surtout, ben, tu vas créer aussi différemment. Tu crées toi, mais même le monde se porte mieux. Enfin, notre pays, la France, surtout en ce moment, on a besoin. Tant qu'il y a plein d'artistes, la démocratie se portera toujours très, très, très bien. Et je parle que de danse, moi, mais je pense de manière plus loin, la culture est extrêmement importante pour notre pays, l'exception culturelle, et surtout en ce moment. Mais le projet en soi, il était plus de penser la production et la création à une échelle plus grande, parce que tu as un lieu, tu peux travailler mieux, tu peux travailler plus. Ça ne veut pas dire que tu es nécessairement mieux loti que d'autres, parce que tu as une pression supplémentaire, et parce que tu as des objectifs supplémentaires, enfin des objectifs plus forts. Tu as le soutien aussi à l'art, de manière générale, aux artistes. Il y a beaucoup d'artistes on en parlait tout à l'heure, que je vois, que je me dis, mais c'est génial, cet artiste, c'est dommage, il n'est pas structuré, mais on pourrait l'aider parce qu'il n'est pas structuré. Mais en fait, il ne sera jamais structuré parce que d'essence, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de créer avec son instinct, sa spontanéité. Est-ce qu'il pourrait être structuré ? Peut-être pas autant que toi, peut-être pas autant que tu le voudrais toi, mais laisse-le vivre sa vie. Par contre, tu peux lui donner la possibilité de venir travailler chez toi pendant 2 semaines et qu'à un moment donné, grâce à cet écrin, on met à disposition voilà, le matériel technique, les moyens, etc., techniques et humains, et il peut avoir 2 semaines de... En tout cas, une possibilité qui s'offre à lui, oui. Ouais. Donc ça, c'était ça, d'accueillir des artistes, de les voir travailler, de les encourager, de les soutenir, d'accueillir du public havrais qui me rappelle, moi, mon enfance à Romilly-sur-Seine, dans cette petite ville ouvrière où le spectacle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'y en avait pas beaucoup, d'ailleurs, on n'avait même pas de salle de spectacle. Et ça m'a rappelé aussi ça. Donc je me suis dit, mais ces publics méritent aussi, sans faire évangéliste, mais je pense qu'on a besoin de ça, plus de culture. Moi, je dis souvent que par ces temps qui sont un peu difficiles, on va dire ça comme ça, et par l'omniprésence aussi des écrans, on n'a jamais eu autant d'informations devant les yeux. Et pour autant, est-ce que l'esprit est plus créatif ? Moi, je crois que même l'imaginaire s'est assoupi. L'imaginaire s'est assoupi. Donc, réactiver, réanimer l'imaginaire, on le réanime beaucoup plus en regardant un spectacle vivant en face de nous qu'en regardant un écran avec un film ou autre chose, je crois. Nous arrivons à la fin de cet épisode d'Essence de la danse consacré à Fouad Boussouf. Comme vous l'aurez compris, nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui, notamment avec l'hommage qu'il entend rendre l'année prochaine à Kaltoum. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à partager, à commenter, à nous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode d'Essence de la danse. À très vite.